Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, notre troisième Q&A, donc foire aux questions si vous voulez. Et je vais tout de suite prendre la première question. Alors, bonjour Pascal, merci beaucoup. Nous avons énormément de questions et cette Q&A FAQ sera divisée en plusieurs parties. Mais attaquons effectivement directement. Que pensez-vous des crypto-monnaies? Ah, les crypto-monnaies. Alors c'est un sujet dont on débat énormément à l'heure actuelle. J'aimerais résumer la chose en moins de 2 minutes. La crypto-monnaie, c'est l'avenir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la façon dont les États sont en charge de nos monnaies, j'allais presque dire en complicité, c'est pas de la complicité, mais avec la collaboration active des banques centrales, est une privation de liberté pour les citoyens. Parce que quelque part, c'est eux qui contrôlent la valeur de l'étalon qui sert à mesurer la valeur de votre travail. Donc si vous avez 100 000 francs qui sont à la banque et qui sont le produit de vos économies, vous avez payé vos taxes, vous avez payé, etc. Ben, le fait, par exemple, d'imprimer de la monnaie comme on le fait à l'heure actuelle pour soutenir les marchés, pour soutenir l'humanité dans cette période de pandémie, ben, c'est une très bonne chose, mais c'est entre guillemets le vol ultime. Parce que si vous avez 100 000 et qu'on dévalue la monnaie de 50%, vous n'avez en fait en termes de pouvoir d'achat plus que 50 000. D'autre part, Christine Lagarde, la grande argentière européenne, a mis en place le cadre légal qui lui permettra d'aller ponctionner de l'argent dans vos économies en direct dans les 12 mois qui viennent. Et ils vous prendront exactement comme à Chypre, ça a été le cas il y a quelques années. Tous les comptes qui auront plus que X, eh bien, seront débités automatiquement d'un pourcentage qui sera déterminé par la Commission européenne en fonction de leurs besoins. Donc, ils ne feront qu'adapter leurs recettes à leurs dépenses plutôt que le contraire, ce qui est une énormité. Donc, les crypto-monnaies les empêcheront les gens qui manipulent la valeur des monnaies de le faire uniquement dans leur intérêt ou dans l'intérêt court terme des populations. Donc on va vers des monnaies qui seront indépendantes, dont la valeur sera déterminée par bien sûr les actifs sous-jacents, par le nombre de personnes qui utilisent ces monnaies, par les infrastructures dans lesquelles et les biens de consommation dans lesquels, pour lesquels ces monnaies seront utilisées. Et c'est ce qui déterminera la valeur de ces monnaies à terme. Mais dans les quelques décennies qui viennent, les monnaies indépendantes des contraintes politiques et des contraintes financières de quelques individus, c'est absolument indispensable pour vous garantir la stabilité de la valeur de votre travail. Très bien, seconde question qui concernait la Chine. Ce n'est pas plutôt l'Empire américain qui mène une politique expansionniste? Ah oui, je me souviens de la question. Donc, je parlais de la volonté expansionniste de la Chine, qui n'est pas une volonté expansionniste au sens guerrier véritablement du terme. Encore une fois, je me réfère au livre Unrestricted Warfare, écrit par deux Chinois à la fin du siècle passé, qui décrit la façon dont l'idée pour les Chinois, c'est d'imposer un gouvernement mondial du type Grand Reset, entre guillemets, qui centralise véritablement vos libertés et, encore une fois, la valeur de votre travail dans les mains d'un tout petit nombre, les gens qui sont au sommet de la pyramide et qui, évidemment, en profitent largement et veulent maintenir les choses et le statu quo à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a une volonté véritablement hégémonique ou de domination de l'ensemble de la planète par les Américains? Je sais pas, j'ai du mal à le concevoir. Oui, il y a eu des guerres qui ont été faites pour des raisons économiques. Je parle du Moyen-Orient, bien évidemment. Je parle par exemple de l'Afghanistan et autres. Mais j'ai jamais vu les Américains imposer à une nation ce que les Chinois ont fait au Tibet, par exemple. Je ne connais pas de camp d'internement avec travail forcé pour des millions d'individus aux États-Unis comme je peux l'observer dans la province de Ouïghour, dans le nord-ouest de la Chine. Donc, oui, il y a certainement une volonté hégémonique, mais est-ce qu'elle n'est pas plutôt pour amener, j'allais dire, des libertés à des gens qui n'y ont pas accès aujourd'hui, pour faire en sorte que le plus grand nombre devienne un peu plus productif, devienne un peu plus, comment est-ce que je pourrais dire, créatif, innovant,
hein, que nos amis chinois, tout d'un coup, nous inventent quelque chose comme Internet, comme Google, quelque chose qui fait progresser l'humanité. Et je pense véritablement que le jour où l'Occident, entre guillemets, aura réussi à rendre sa liberté au peuple chinois en cessant d'utiliser les structures politiques, le Parti communiste chinois, le CCP, euh, eh bien, on aura fait un pas immense en avant. Donc, est-ce qu'il y a une volonté hégémonique de domination du monde par les Américains plutôt que par les Chinois? Je pense qu'il y a des contraintes qui sont celles des êtres humains, à savoir dans la ligne de l'évolution de la vie, où on essaie toujours d'occuper au mieux les niches écologiques, les niches politiques, financières et autres qu'on a à disposition. Maintenant, moi, je pense que même si les Américains venaient à dominer la totalité de la planète, ben, ce serait peut-être pas aussi grave que si le Parti communiste chinois venait à dominer la totalité et vous impose sa vision du monde. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'aime bien ma liberté d'expression, j'aime bien l'environnement dans lequel je suis et je me vois mal ne plus avoir accès à Internet, ne plus avoir le droit d'écrire un courrier qui viendrait à critiquer le parti qui dirige la nation. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses. Donc, écoutez, l'avenir le dira. Merci. On continue dans le même sujet. C'était plutôt une remarque. Il est difficile de vous donner le bénéfice du doute. Maintenant, il est évident que vous faites de la propagande anti-chinoise. C'est triste. Qu'avez-vous à en dire? Voilà. Alors, encore une fois, j'ai partiellement répondu dans la vidéo d'hier. Vous ne me verrez jamais faire de propagande. Ou plutôt, oui, je vais peut-être faire de la propagande ou quelque chose qui peut être, c'est une question de terminologie, qui est de la propagande, mais je le ferai pour quelque chose de constructif, de positif. Je ne vais pas vous faire de la propagande pour un truc qui est négatif, qui ne fait que casser. Moi, je ne veux pas du tout casser la Chine. Pour moi, c'est une des civilisations qui fait la force de l'humanité, c'est une évidence. Bon, je dis simplement que la civilisation chinoise, avec ses 3 millions d'histoires, s'arrête au début, au milieu du siècle passé. La civilisation actuelle chinoise, elle a 70 ans d'histoire. Mais je ne suis pas du tout en train de faire de la propagande contre, pour. Encore une fois, si je fais de la propagande, ce sera pour proposer une solution et aller tester la valeur de cette solution dans le marché. Ça, j'aimerais faire. Ça, c'est sûr. Mais faire de la propagande anti-chinoise, non. Je m'attache aux faits. Je dis, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça et il s'est passé ça. Quelle conclusion peut-on en tirer? Hein? On laisse les avions à l'international décoller de Wuhan pour l'Europe, pour les États-Unis, pour le Canada, pour l'Amérique du Sud, pour l'Afrique, etc. Et puis, on a déjà interrompu les connexions entre Wuhan et les différentes provinces chinoises. Vous interprétez ça comme vous voulez. Moi, je dis, ça dénote simplement d'une volonté qui est, sans être une volonté de nuire, quoique, c'est quand même pas très bienveillant. On va dire les choses comme ça. Merci. Merci à vous. On reste un petit peu dans la même veine de questions, plutôt d'affirmations. C'est attention à ne pas trop vouloir en faire. Est-ce que vous pensez que vous en faites trop? Alors, est-ce que j'en fais trop ou pas? Non. Enfin, oui, j'en fais trop au regard, j'allais dire, de la sensibilité de certaines personnes. Ma problématique, elle est simple. C'est que, à l'âge de 40 ans environ, donc il y a une quinzaine d'années, je me suis rendu compte que j'étais mené en bateau, ou on peut dire trahi, dans un certain nombre de domaines. Que ce soit dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de ma santé, dans le domaine de la politique, de la finance, etc., etc. Alors, quand je vois le parcours que j'ai devant moi, si je veux ramener un peu d'efficience dans tous ces sujets, et j'allais dire remettre l'église au milieu du village, dans le sens que les gens ont une perception des choses qui nuit à leur qualité de vie. Si je dis les fruits contiennent un des sucres les plus toxiques, à savoir le fructose. Donc, il faudrait éviter de manger des fruits trop régulièrement parce que ça impose une étape. Le fructose est un sucre qui doit être métabolisé par votre foie. Donc, ça veut dire que vous imposez une étape métabolique supplémentaire qui vous permettra ensuite de métaboliser, d'utiliser ce fructose. Mais si je vous dis que les fruits sont essentiellement toxiques et qu'il faut en manger
ça fait plaisir, c'est d'un point de vue gustatif fabuleux, mais il ne faut pas en manger trop souvent. Vous allez me dire, oui, vous allez complètement à l'encontre des idées reçues, et vous avez raison. Oui, mais en attendant, ce que je vous dis là, c'est vérifiable. Vous allez sur Wikipédia, vous écoutez les conférences données par les tops universitaires, les professeurs, que ce soit de Caltech, Harvard, Yale, Princeton, Columbia ou n'importe laquelle de ces tops universités, ils vous diront la même chose que moi. Les gens qui n'ont pas des contraintes financières qui visent à protéger un marché, comme le marché des fruits dans l'agroalimentaire, ben, ils vous diront la même chose que moi. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Vous tapez sur YouTube, vous allez, BitChute, VidMe, ce que vous voulez, et vous demandez ce genre de choses. Vous aurez toutes les informations nécessaires immédiatement. C'est top. Vous avez d'ailleurs répondu à la prochaine question qui était, mais n'allez-vous pas à l'encontre des idées reçues? Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Je pourrais rajouter quelque chose dans le domaine, par exemple, de l'éducation ou dans le domaine de la politique ou de la finance. Oui, bien sûr que je vais à l'encontre d'un certain nombre d'idées reçues, mais ce sont des idées qu'on a reçues par des gens qui ne font que protéger leurs intérêts financiers. À partir du moment où vous acceptez ça et que vous avez une attitude d'investigateur, où on se dit à qui profite le crime, parce que pour vous influencer à manger des 4 ou 5 portions de fruits par jour, ben, quelque part, c'est criminel. C'est une des causes de l'épidémie, intéressant, d'obésité, d'épidémie de diabète, parce que on fait faux. Donc, est-ce que je vais trop loin? Est-ce que l'avenir le dira? On continue à parler de nutrition. La prochaine question était, euh, qu'entendez-vous par nous sommes les champions de l'adaptation? Hmm. Ça Ouais, ouvre plus de sujets, effectivement. Moi aussi. voilà. Ben écoutez, qu'est-ce qu'on entend par être les champions de l'adaptation? Ce que je dis simplement, c'est que la vie sur cette planète a environ 3,8, 3,7 milliards d'années, pas loin de 4 milliards d'années. Donc à peu près un tiers de la vie de l'univers. Pendant toute cette période d'évolution, environ 99,99% des espèces qui ont peuplé cette planète Terre pendant la période de 4 milliards d'années ou 3,7, 3,8 milliards d'années qu'on a derrière nous, ces espèces sont éteintes. On est donc les champions de l'adaptation. Dans un environnement qui a été tour à tour très accommodant et très hostile, on s'est adapté de façon systématique. Et le point que je veux faire, c'est qu'on est aujourd'hui, vous et moi, à travers nos médias YouTube et autres, en train de converser, de discuter de la chose. Donc ça veut dire que euh, on n'est pas programmé, d'accord, pour devenir obèse. On n'est pas programmé pour devenir diabétique. On n'est pas programmé pour devenir asthmatique, pour devenir allergique, pour avoir du psoriasis. Non. Et c'est la théorie même des médecins naturopathes, que j'aime beaucoup leur approche, ils disent qu'on a les symptômes de ce qu'on fait faux. Et finalement, on est les champions de l'adaptation parce qu'à partir du moment où vous restructurez un certain nombre de façons de faire, que ce soit dans la fréquence de vos prises alimentaires, que ce soit dans le contenu de votre bol alimentaire, vous allez déjà, rien qu'à travers ces deux choses, éliminer une partie des choses que vous faites faux. Et si vous éliminez ça, vous cesserez ou vous diminuerez les symptômes qui sont associés à ça. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de maladie, il y a les symptômes de ce que vous faites faux. Et quand on mange 3 fois par jour, qu'on impose une sécrétion d'insuline 3 fois par jour à son organisme, je rappelle l'insuline qui est l'hormone anabolisante la plus puissante du corps, eh ben, c'est clair que vous allez stocker, parce que hormone anabolisante, ça veut dire hormone de stockage. C'est-à-dire que quand vous mettez du sucre dans la machine, essentiellement des protéines aussi, des graisses à moindre mesure, mais vous allez ordonner à votre système endocrinien enzymatique de digérer, d'assimiler, de stocker. C'est simple. S'il y a beaucoup moins d'insuline parce que vous mangez beaucoup moins de sucre, ben, c'est clair que vous allez stocker un peu moins. De plus, si vous mangez plus de gras et moins de sucre, vous allez sécréter plus de leptine, qui est l'hormone de la satiété. Donc, vous aurez beaucoup moins faim
2 heures après avoir mangé ou 4 ou 5 heures après avoir mangé, c'est une évidence. Et je suis obligé de me mettre en porte-à-faux aujourd'hui par rapport à toutes ces idées reçues, parce que c'est ce qui définit le manque de qualité de vie de centaines de millions d'individus sur cette planète. Et pourquoi? Pour faire en sorte que des gens qui centralisent la valeur, encore une fois, de l'agroalimentaire, puissent s'enrichir aux dépens de ce que vous faites faux, pour que l'industrie pharmaceutique et l'industrie médicale puissent s'enrichir en vous donnant des traitements palliatifs à vos symptômes. C'est comme ça, plutôt que de vous expliquer comment, de nous expliquer comment est-ce qu'on fait juste. Voilà. Nickel. La prochaine. Une amie m'a parlé d'autophagie, avec des étoiles plein les yeux, mais sans vraiment arriver à développer. Auriez-vous la gentillesse de nous en parler un peu plus, s'il vous plaît? Voilà. L'autophagie. L'autophagie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se manger soi-même. C'est le principe de l'autophagie. Et l'autophagie, comme principe, a été l'objet d'un prix Nobel il y a quelques années, d'un médecin chinois, qui a démontré la façon dont l'être humain, finalement, s'est adapté aux périodes de disette pour en tirer le meilleur parti possible. Je m'explique. Au cours, vous prenez un Homo sapiens sapiens d'il y a 100 000 ans, dans le rift africain, ou d'il y a 50 ou 80 000 ans dans le rift africain. Son système digestif digère 3 à 10 fois par semaine, mais pas 3 fois par jour. Donc, comme ça a été le modus vivendi pendant toute l'évolution de l'espèce jusqu'à il y a environ 30 000 ans, ou jusqu'à la révolution agricole, on va dire, il est clair que votre organisme s'est adapté pour tirer le meilleur parti des périodes de jeûne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve des périodes de jeûne dans à peu près toutes les religions, parce que c'est bon pour vous, parce que votre corps sait en tirer parti. De quelle façon est-ce qu'il en tire parti? Eh bien, après environ 24 heures, 48 heures de jeûne, mais c'est plutôt 48 heures, votre autophagie, elle est au maximum. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus tellement de sucre à disposition. Votre glycogène hépatique sanguin a été utilisé depuis longtemps. Le glycogène musculaire, qui n'est jamais rendu au reste de l'organisme, même si on a besoin de sucre dans le reste de l'organisme, il n'est pas disponible. Et donc, vous allez métaboliser des graisses et des protéines. Et très rapidement, l'organisme s'aperçoit que s'il métabolise des protéines, donc des tissus nobles pour sa survie, ça ne va pas fonctionner très longtemps. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va métaboliser des graisses. Et le point que je veux faire, c'est que pour créer les protéines dont il a besoin, il va utiliser une organelle qu'on appelle le lysosome. C'est donc, vous avez une cellule, à l'intérieur vous avez le cytoplasme, mais vous avez différentes organelles qui régissent les fonctions de la cellule. Et vous avez une organelle qu'on appelle le lysosome, et qui est là pour digérer, j'allais presque dire, oui, à l'interne de la cellule, les vieilles protéines, les structures dysfonctionnelles, et les remettre à disposition donc du cytoplasme cellulaire sous forme d'acides aminés, qui, je le rappelle, sont les briques constituantes des protéines. Donc, l'organisme sait très bien comment préserver son capital protéique, littéralement en faisant rajeunir l'organisme, puisqu'il va utiliser les vieilles structures qui fonctionnent mal pour les remettre à disposition du cytoplasme cellulaire et de la synthèse des protéines par les ribosomes pour créer des nouvelles structures, des structures nobles, des structures efficientes. Donc, l'autophagie, c'est la base de ce que la nature, de ce dont la nature nous a équipés pour être efficace dans les périodes de disette. Et si on stimule cette autophagie de façon régulière par le jeûne intermittent et si possible une fois par mois par 2 ou 3 jours de jeûne, c'est clair que vous obligez votre système à, j'allais dire, exprimer son gène, ce pourquoi il est fait, de façon beaucoup plus pointue. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais vous allez forcer votre organisme à, par l'autophagie, se restructurer et redonner de la qualité à l'ensemble de vos processus biologiques. Voilà comment fonctionne l'autophagie de façon simple. On y reviendra dans d'autres vidéos. Magnifique. Après, c'est une question avec plusieurs sous-questions. Quel style de régime conseillez-vous
Et la question qui en découle directement, c'est n'est-ce pas incompatible de faire du sport avec? Est-ce que ça vous fatigue pas trop ou à quel point c'est difficile d'allier les deux? Alors, je vais répondre un peu par une boutade. Les teams cyclistes professionnels qui requièrent de leurs coureurs qu'ils s'entraînent à jeun le matin et qu'ils ne mangent pas de sucre pendant 2 à 3 à 4 jours par semaine, font en sorte que ceux-ci s'adaptent d'un point de vue de leur filière énergétique et sont capables d'utiliser les graisses beaucoup mieux. Donc ça veut dire que si des gens qui gagnent le Tour de France, qui gagnent Paris-Roubaix, qui gagnent les courses cyclistes professionnelles les plus prestigieuses, euh, utilisent ce type de régime, c'est parce que ça fonctionne. Et alors, ça ne fonctionne pas pour tout le monde de la même façon. Mais je dirais la chose suivante. Vos mitochondries, à savoir les centrales énergétiques de chacune de vos cellules, eh bien, sont adaptées soit à utiliser des sucres ou des graisses. Si elles ont des sucres à disposition, c'est de l'énergie rapide, elles vont l'utiliser en priorité. Elles vont même perdre l'habitude d'utiliser des graisses, d'où les gros coups de fringale chez les cyclistes qui sont addicts au sucre ou chez toutes les personnes qui consomment du sucre 3 fois par jour. Et le point que je veux faire, c'est que si vous privez votre organisme de sucre pendant au minimum 3 jours par semaine, ou pendant 20 heures par jour ou 21 heures par jour en faisant un régime intermittent, vous allez stimuler la production de mitochondries qui sont capables d'utiliser des graisses, en fait des cétones. Ce sont des acides gras à chaîne mi-longue, entre 8 et 12 atomes de carbone en position centrale, et vous allez créer une endurance telle que vous n'imaginez même pas que vous pouvez l'avoir. À titre personnel, moi j'aime bien le vélo. Enfin, moi mon truc c'est plutôt la montagne, mais le vélo en été c'est fabuleux, on se déplace, etc. Vivant dans les montagnes suisses, vous l'aurez compris, je vais voir régulièrement ma famille qui est à une centaine de kilomètres de chez moi. Je pars le matin en vélo, je les vois, je discute et je rentre en vélo. Et je ne mange rien au petit déjeuner le matin, je ne mange rien, je ne mange rien à midi. Et pour revenir jusque chez moi, je suis à 1500 mètres d'altitude, un peu plus de 1500, presque 1600 mètres d'altitude en fait. Je dois quand même faire un sérieux dénivelé. Il m'est arrivé de prendre le télécabine, mais la plupart du temps, je le fais en vélo. Et je suis relativement bas en glycémie, c'est une évidence. Oui, mais je ne mange pas une barre céréale, je mange rien, rien, zéro. Parce que ça fait des années que je fonctionne comme ça. Et la réserve énergétique que j'ai sous forme de graisse partout dans mon organisme, même si je ne suis pas particulièrement épais, soyons clairs, fait en sorte que je peux rouler des centaines et des centaines de kilomètres en vélo à une intensité, c'est vrai, qui est un tout petit peu inférieure, mais je dirais maximum 10-15% inférieur à mon régime maximum. Donc, voilà, je dirais simplement qu'à partir du moment où vous faites du jeûne intermittent, que vous l'avez fait depuis une année, vos mitochondries, elles sont adaptées. Donc, vos filières énergétiques vont passer par des graisses et des cétones essentiellement. Et vous aurez toujours un peu de sucre. Un système nerveux a besoin de 15 à 20% de sucre et de 80 à 85% de cétones, donc d'acides gras à chaîne mi-longue, pour fonctionner et produire son énergie. Et dès que vous ferez ce genre de choses, non seulement vous augmenterez votre endurance, mais vous augmenterez vos capacités cognitives, vous aurez une meilleure mémoire, vous dormirez mieux, Enfin, encore une fois, à vous d'essayer. Le régime que je préconise, c'est jeûne intermittent 16-8, 3 jours par semaine, 21-3. Donc, pendant 4 jours, vous mangez pendant 8 heures dans la journée, par exemple à midi et le soir. Et pendant 3 jours par semaine, vous ne mangez que le soir. Et le reste de la journée, vous buvez de l'eau, même pas de thé, même pas de café, quoique vous pouvez vous le permettre, mais de l'eau et du sel, du bon sel de l'Himalaya ou de Red Mount aux États-Unis qui contient tous les sels minéraux dont vos cellules ont besoin pour fonctionner. Vous prenez une cuillère à café de sel le matin avant de démarrer votre journée ou vers 10 heures du matin avec de l'eau. Et vous faites ça, vous n'aurez pas la grippe cétogène, vous vous sentirez bien tout le temps et vous aurez après une année, vous ne serez plus le même athlète. C'est une évidence, c'est absolument. Vous serez revenu à ce pourquoi nous avons été optimisés pendant des centaines de milliers d'années.
Alors, et la suite de la question, merci déjà, c'était en fait quel sport pratiquez-vous et quel sport recommandez-vous, s'il vous plaît? Voilà. Bon, ben, si j'ose dire, moi j'ai 56 ans. Hein. Donc les sports d'attaque, les sports où avec des accélérations, des freinages tout le temps, c'est plus de mon âge. Moi, je pratique des sports qui sont des activités physiques, c'est même pas des sports en fait. Moi, mon truc, c'est la montagne. Alors, je fais beaucoup de ski de touring, hein, comme on dit, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la peau de phoque. Voilà, on monte sur des sommets avec des bâtons, hein, et on en redescend à ski, la partie euphorique de l'affaire. Donc ça, c'est mon truc. En été, j'aime faire des sommets, j'aime dormir en cabane, j'aime dormir dehors. Voilà, c'est mon truc. Je prends mes enfants, ma femme, enfin tout le monde, les gens, les amis qui veulent se joindre à moi. Ça, c'est mon premier truc. Le deuxième truc, c'est plutôt le vélo. Pourquoi le vélo? Parce que le vélo, c'est l'outil ou un des outils les plus extraordinaires que l'humanité n'ait jamais créé. J'essaye de l'expliquer en 30 secondes. Si vous placez un être humain sur un vélo, il va dépenser par kilomètre parcouru 2 fois moins de calories que l'animal le plus performant que la création sur Terre n'ait jamais produit, qui est le condor américain. Le condor américain, il plane et il est capable de faire des kilomètres et des kilomètres en dépensant une énergie qui est très faible. Un être humain sur un vélo devient 50% plus efficace que le condor américain. Donc pour moi, le vélo, ça permet de se déplacer sur de longues distances avec une énergie sans à-coups, parce que vous faites travailler vos articulations et votre musculature dans le sens physiologique des articulations. Donc vous n'avez jamais besoin de récupérer, vous n'avez jamais mal ni au genou, ni au dos, ni rien du tout, dans la mesure où vous êtes positionné correctement sur votre vélo. Attention, quand même, voilà. Mais, et puis surtout, ça permet de faire des efforts de très longue durée. C'est facile de faire 8 heures de vélo. Vous n'êtes pas vraiment fatigué, vous n'aurez aucune fatigue articulaire, vous aurez une saine fatigue cardiovasculaire et musculaire, mais le reste, ça passe. Donc, le vélo, c'est super efficace, ça prend du temps. Et puis, le sport numéro un, bah, c'est quoi? C'est la marche. Parce que la marche, et si possible avec des bâtons, comme ça vous n'avez pas d'engourdissement des doigts, mais on est designé pour la marche. Si je prends simplement la façon dont est constitué un squelette humain, il est fabriqué pour marcher 4 à 8 heures par jour sans se fatiguer. C'est comme ça qu'on a conquis, en partant du rift africain, la majeure partie des environnements dans lesquels nous évoluons aujourd'hui. Donc, si je peux dire, la marche, c'est le premier sport, c'est celui qui est le plus adapté à tous. Et il faudrait en faire 40 minutes. Pourquoi? Parce qu'il faut à peu près 30 minutes pour que tous vos capillaires s'ouvrent correctement et que vous oxygéniez correctement l'ensemble de votre système. Donc 30 à 45 minutes de marche, c'est idéal. Un peu plus, c'est mieux encore. Mais la marche, c'est la première activité de l'être humain. Et puis ensuite, ben, le vélo pour l'aspect cardiovasculaire et puis la longueur de l'effort. Et puis enfin la montagne pour une raison simple aussi, c'est qu'il n'y a pas que l'effort physique en montagne. Vous êtes dans un environnement où vous êtes en phase avec un milieu hostile qui, si vous faites trop d'erreurs ou la mauvaise erreur, va mettre fin à votre existence. Donc vous avez une relation, vous n'êtes pas dans une salle de fitness à soulever les poids avec un petit gobelet à côté, tiens j'ai un peu soif, je bois ma petite vitamine. Non, 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 non. Vous êtes sur des rochers en altitude et si vous faites juste, vous aurez cette relation avec notre mère, la Terre, l'environnement dont on est issu, qui est quelque chose de super fort d'un point de vue psychologique parce que vous avez l'effort physique, ensuite vous avez l'aspect psychologique du truc et c'est relation que vous allez avoir avec notre mère à tous, la Terre, est quelque chose auquel on ne peut pas ne pas être sensible. Donc voilà, ça c'est mes activités principales dans le domaine du sport. Je vous remercie, on a fini la première partie de cette FAQ. Merci à vous, merci pour vos questions, merci à toute la communauté. Paix à vous, paix à tous les citoyens de cette planète. Peace out.